Il n'y a pas meilleure richesse dans l'entreprise que les hommes et les femmes. Et la parité nous rappelle à chaque instant de développer cette richesse. On a besoin des compétences des femmes dans l'entreprise et créer une culture beaucoup plus inclusive. Il faut être un peu volontariste, donc il faut un peu accélérer, il faut un peu bousculer. C'est un enjeu d'équité et c'est donc un enjeu de performance. Il faut que les femmes soient présentes en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeantes, en tant que membres de la société. Il est indispensable d'accélérer le mouvement en faveur de la parité par l'éducation, par la communication, par les exemples, par la conviction. Il est important aussi de faire évoluer les mentalités et la culture pour notamment surmonter les obstacles liés aux stéréotypes de genre. C'est prioritairement d'aider les lycéennes à combattre les stéréotypes et à choisir des études scientifiques quand elles en ont le goût et le potentiel. On est obligé d'accélérer le mouvement, ça va dans la marge de l'évolution de nos clients qui nous pousse à aller vers plus de parité hommes-femmes. Ça nous ouvre des perspectives, ça nous ouvre des marchés et ça nous permet de voir les choses différemment et d'aller plus vite. Je suis convaincue que la diversité des équipes est un vecteur de performance pour l'entreprise. La parité et la mixité ne sont pas seulement bonnes pour les femmes, mais pour l'économie, pour les entreprises, la création de valeur en général. La parité est avant tout une question de justice sociale et d'équité pour nous toutes et tous. C'est aussi indispensable d'accélérer parce que le marché du travail aujourd'hui est tendu et donc il faut aller chercher les talents partout. Nous avons besoin de tous nos talents, quel que soit leur genre. C'est juste fondamental pour qu'une entreprise continue à gagner aujourd'hui et demain. Accelerating the movement is so important for its growth, but also for its performance, future performance. Nous pensons que la différence est un facteur de succès. Hommes, femmes, on sera tous gagnants. Il faut montrer de façon très concrète que l'amélioration de la parité et l'amélioration de la qualité de vie au travail et finalement du capital humain de nos entreprises qui est un sujet absolument clé. On est convaincu que la parité et la diversité au sens large sont des leviers et des facteurs de performance importants pour l'entreprise. Les chefs d'entreprise ont un devoir, quand ils ont de la conviction sur un sujet, de lui donner de l'écho. De préparer les générations futures et ensemble travaillons sur ce sujet de la parité. On a la volonté d'accélérer de façon significative pour la parité. C'est important aujourd'hui d'accélérer et on ne peut pas, comme certains peuvent le communiquer, attendre des décennies pour faire en sorte que la parité soit mise en place en entreprise. La loi sur l'égalité professionnelle vient de fêter ses 11 ans. Elle a permis un réel progrès. Aujourd'hui, peut-être a-t-on besoin de refaire un bilan et de mettre en œuvre des méthodes nouvelles pour accélérer le mouvement. Les assises de la parité représentent un moment important pour trouver des solutions concrètes et pragmatiques. C'est important que nous travaillions ensemble à déconstruire les stéréotypes sur lesquels les inégalités sont trop souvent basées. L'égalité des femmes et des hommes, c'est le combat humaniste du XXIe siècle parce que je pense que défendre les droits de 52% de l'humanité, eh bien c'est défendre les droits de l'humanité tout entière. Moi, j'ai envie qu'on accélère et qu'on arrive à la parité beaucoup plus vite. Nous devons continuer sans relâche cette promotion des jeunes femmes. Ça facilitera la croissance de vos entreprises, ça facilitera, je dirais, la richesse managériale de vos entreprises. Nous ne parviendrons pas à maintenir nos compétences en nous privant du talent de la moitié de l'humanité. Ça doit être plus qu'un objectif, ça doit être une réalité, on y concourt tous les jours. Être là, c'est aussi montrer que on est actif, qu'on est solidaire de l'ensemble de ces sujets. Nous sommes engagés et nous allons poursuivre sur cette thématique pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour les écosystèmes locaux. La parité, mon plus grand rêve, ce serait que ça ne soit plus un sujet. Il faut donc accélérer le mouvement en communiquant largement sur la vertuosité de ce modèle et en participant à des colloques tels que les assises de la parité. Rejoignez-nous le 28 juin 2022 aux Assises de la parité pour accélérer le mouvement. Nos organisations, notre société sont confrontées à des transitions majeures dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous passer de chacun et chacune des acteurs pour relever les défis à venir. On a encore besoin de faire des efforts, des progrès, de peser dans le débat et de faire en sorte que les actions aillent dans le bon sens. On se doit d'échanger sur nos meilleures pratiques, nos expériences. Je pense que la solution, elle vient de l'échange et de l'échange d'expériences entre les dirigeants. Ça fera avancer tout le monde. Nous sommes convaincus que la parité est source d'innovation, de bien-être dans l'entreprise et d'enrichissement personnel et professionnel. Il y a un véritable changement de culture qui est en train de s'opérer et qui demande à s'accélérer. On voit aujourd'hui que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. La parité est clé, ensemble, on y arrivera. Les assises de la parité se mobilisent pour vous aider à aller encore plus loin sur ce sujet majeur. Mobilisons tous nos réseaux pour en faire un immense succès. Si rien ne change,
Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonsoir à toutes et à tous, c'est la fin d'une journée extraordinaire, le début d'une nouvelle ère. Je n'hésite pas à le dire, on a échangé, on a discuté, on a parlé de tellement de choses sur un sujet clé, la parité. Accélérons la parité partout dès que cela est possible. Grâce à l'énergie de celles et ceux qui ont participé, nous allons découvrir, j'espère, un nouveau monde et très rapidement arriver à une balance équitable entre les hommes et les femmes autour de nous. Plein d'invités, vous allez voir, une fin de session de journée particulièrement intéressante, vous allez le voir, et nous avons le plaisir, la joie d'accueillir une ministre en plateau. Isabelle Rome, bienvenue. Alors Claire, je te laisse présenter Madame la ministre qui nous a rejoint. Bienvenue, bienvenue Isabelle Rome. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. La parité nous préoccupe tous. Elle concerne d'autant plus la jeune génération. Nous le verrons un petit peu plus tard. Est-ce que j'imagine, puisque Gilbert le disait, l'accélération, c'est le mot phare de la journée, le mot clé. Est-ce que cette accélération, elle devrait s'inscrire, selon vous, dans votre stratégie politique ? Oui, bien sûr. Accélérer, c'est effectivement un objectif que je peux avoir en ce début de quinquennat, qui, je le rappelle, est celui à nouveau de l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Donc en fait, beaucoup a été fait, mais je reviendrai plus longuement dans mon intervention tout à l'heure. Beaucoup a été fait au cours du précédent quinquennat, et maintenant, j'allais dire, il faut transformer l'essai et aller plus loin pour arriver, comme vous le dites, au parfait équilibre entre les plateaux. En plus, comme magistrate, vous voyez, j'aime bien quand même une balance. Vous savez accélérer les choses quand il le faut. On va accélérer les choses. Voilà, en face de vous, Madame la ministre, Thibaut Guilly, qui est haut commissaire à l'emploi, à l'engagement des entreprises. Bienvenue. On parlera aussi tout à l'heure, plein de questions pour vous. Et deux invités face à face,
Éric Revel, grand journaliste. Enfin, moi, je suis de passage. Ouais, vous êtes de passage, mais vous êtes un grand journaliste. Ne cassez pas mon lancement, Éric, s'il vous plaît. Directeur de la rédaction de l'Hémicycle, le magazine politique. Et François Sauvadet, ancien ministre de la fonction publique, actuel président de l'Assemblée des départements de France. Vous me dites si je me trompe. Non, c'est exactement ça. Vous êtes notre invité, vous allez répondre aux questions d'Éric Revel. Alors, je rappelle, la loi Sauvadet, tu en dis un mot, Claire, s'il te plaît? Oui, Gilbert. cette journée, en tous les cas, c'est cette occasion, cet événement, ces assises de la parité, c'est l'occasion de se rappeler d'un anniversaire, celui de la loi Sauvadet, il y a 10 ans, un texte qui a fait bouger les lignes en faveur de l'égalité femmes-hommes. Mr. Revel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci d'honorer de vos présences ce plateau quasiment final des 3e assises de la parité, président de l'Assemblée des départements de France et puis ministre de la fonction publique, Claire le rappelait. Alors on fête quasiment, François Sauvadet, c'est les 10 ans de votre loi qui était une grande avancée sociale, parce que là, quand on parle de parité dans ces 3e assises, on parle de parité, on est plutôt dans le monde du privé, de l'entreprise. Et vous, mon cher François, vous avez eu une idée folle, il y a 10 ans, vous avez fait énormément progresser la condition des femmes dirigeantes dans la fonction publique. C'était donc il y a 10 ans, le 12 mars de 2012. Peut-être un mot sur la genèse de cette loi, comment vous avez travaillé, et pourquoi vous vous êtes préoccupé de ce sujet il y a 10 ans? Parce que d'abord, il y avait une formidable injustice, une incroyable injustice. On était pratiquement la fonction publique, soit un peu plus de 60% de femmes. Il y a toujours beaucoup de femmes dans la fonction publique. Et dès qu'on arrivait dans les postes à responsabilité, on n'avait même pas 10% de femmes qui accédaient aux plus hauts postes de responsabilité dans notre pays. Ce qui est absolument invraisemblable. Alors toutes les bonnes raisons étaient indiquées, on m'expliquait. Alors d'un mot affreux, moi, que je ne supporte pas, je vous le dis franchement, on parle de vivier. Quand il s'agit de personnes, quand même, parler de vivier, enfin franchement, comme si on allait à la pêche pour chercher les compétences. Donc on me disait on n'avait pas le vivier, d'un mot commun répondu Madame la Ministre. On me disait après que c'était compliqué, qu'on ne pouvait pas le mettre en place. Alors tout y est passé pour ne pas le faire. Et je dois dire que, heureusement que le président de la République de l'époque m'a soutenu, parce que j'ai même été contraint jusqu'à menacer de démissionner, parce qu'évidemment, il y avait des résistances énormes. Aussi bien le Conseil d'État, où on est venu m'expliquer avec onctuosité que ce n'était pas possible, qu'il fallait qu'on ait les meilleurs au Conseil d'État. Ensuite, près du Premier ministre, on m'expliquait que ça allait être extrêmement compliqué, parce qu'on n'arriverait pas à le mettre en place, qu'il y avait des ministères qui étaient quand même très masculins. Je pense à la gendarmerie, à la police, dans les armées. Je ne parle même pas du Quai d'Orsay, où là, il y avait des traditions qui sont restées d'ailleurs très, très vives. On me disait, c'est pas possible. Et je me suis dit, c'est possible. Alors, je dois vous dire que dans un contexte politique en plus particulier, parce qu'on était à 1 an des élections. En plus, le gouvernement, on voulait faire rentrer le CDI pour sécuriser les parcours des contractuels dans la fonction publique. Alors, faire rentrer le CDI, un contrat dans la fonction publique, je vous assure que ce n'était pas coton. Donc, alors, là vous décrivez... Simplement, au mois de septembre, j'ai réuni tous les partenaires et j'ai indiqué qu'on mettrait en place des quotas. Alors, l'idée même de quotas m'était quand même complexe, parce que imposer un quota quand il s'agit de destinée, mais en même temps, c'est un passage obligatoire. Et donc, on a fait pas plus d'un même sexe à 40% et pas plus d'un même sexe à 60%. Voilà, dans la fonction publique. Donc, on avait un plafond et un plancher pour éviter que des ministères très féminins se féminisent encore plus. C'est la raison pour laquelle certains sont plaints en disant on sanctionne trop de féminisation. Ben oui, dans les métiers du social, on trouvait beaucoup de femmes. Donc on n'allait pas réserver le social aux femmes. La parité, comme son nom l'indique, c'est un équilibre entre hommes et femmes en fonction des compétences. Je souhaiterais demander à Isabelle Rome si, selon vous, justement, cette instauration des quotas, c'est un passage obligatoire. On aimerait pouvoir s'en passer dans une société démocratique, dans notre République française qui justement instaure l'égalité des citoyens devant la loi. On aimerait pouvoir se passer de quotas. Malheureusement, on se rend compte que parfois, lorsque les mœurs n'évoluent pas assez vite, eh bien, il faut les booster par la loi et par des mesures de contrainte, en quelque sorte. La loi Sauvadet, on l'appelle la loi Sauvadet, venant du ministère de la Justice et ayant été haute
fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice, je sais bien ce que c'est que la loi Sauvadet. Je surveillais les chiffres justement pour éviter les pénalités au ministère de la Justice. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs dépassé, pour la première année, dans l'ensemble de la fonction publique, on a légèrement dépassé donc, les 40% de personnes du même sexe. Donc oui, je pense qu'il est nécessaire parfois de booster les mœurs par la loi. Et je crois aussi que les lois sur la parité en politique ont permis aussi cette accélération. Alors on a toujours les mêmes débats, comme vous l'avez rappelé. C'est-à-dire que chaque fois, on nous dit, eh bien, on ne trouve pas les femmes volontaires ou candidates pour ces postes élevés. Ou bien, le pire, il faut privilégier la compétence. Bon, comme si dans 52% de l'humanité, il n'y avait pas de la compétence. Voilà. Et finalement, on se rend compte que les effets sont positifs, mais je vais faire une réponse courte, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors Françoise Aurelet, j'avais une question à vous poser parce que j'ai suivi cette journée des 3e assises de la parité, et puis dans le secteur privé, il y a souvent quelque chose qui revient. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot affreux, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. La femme se sent moins en capacité d'affronter dans le monde de l'entreprise des compétences qu'elle estime avoir moins fortes que certains hommes. Est-ce que dans la fonction publique, vous avez ressenti ce phénomène? C'est-à-dire des femmes qui disent « mais moi je peux pas ». Oui, il y avait ça, mais il y avait surtout le phénomène de corps, si je puis dire. Hein. Les gens se retrouvaient entre eux. Et puis il y a le décrochage aussi dans la vie professionnelle au moment du temps de l'enfance. Et il y avait une forme de plafond de verre. C'est-à-dire pendant 2-3 ans, les femmes comme les hommes d'ailleurs doivent prendre leurs responsabilités, mais on voyait bien qu'il y avait un décrochage dans l'évolution des carrières. D'ailleurs, on le retrouve aujourd'hui encore, ce sera le travail que vous aurez à faire, Madame la Ministre, sur le décrochage, sur les rémunérations, cette fois sur les traitements. On a 13% de différence, c'est inexplicable. Donc il faut vraiment, on voit bien que ça s'explique par les temps. Donc il faut aussi qu'on ait une réflexion globale, sociétale sur les temps, pour simplement qu'on puisse avoir des temps de répit, changer de fonction publique, à la territoriale, hospitalière. Enfin, il faut qu'on modernise tout ça, et le travail reste devant nous. Mais en tout cas, la loi, elle a eu un effet extrêmement positif. C'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, pas confirmer vos chiffres, mais je les connais, je les suis. Ça fait plaisir. On a 42% aujourd'hui de femmes qui accèdent à un poste de responsabilité. Donc, on a sorti ça de sanctions financières. Alors, je dois vous dire que là, j'ai cru que la loi n'allait pas passer lorsque j'ai parlé de sanctions financières, parce que si on n'avait pas sanctionné financièrement, on aurait fixé un objectif. Vous savez, les objectifs, on essaye de les atteindre, on parle des difficultés pour les atteindre, et puis finalement, d'en l'avoir assorti, et on a créé un fonds, d'ailleurs, qui est très utile. Hein. Il était doté au plus fort de 4 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on a prélevé, quand il n'y avait pas le nombre de femmes suffisant sur les postes à responsabilité primo-nommés, c'est-à-dire nommés en premier, pour une première nomination, et bien ils étaient assortis d'une sanction financière. Alors aujourd'hui, il y a quand même un indicateur intéressant, c'est qu'on est tombé à 1 million sur ce fonds. Et je rappelle que ce fonds sert à soutenir les opérations de promotion de l'égalité homme-femme dans nos départements. C'est plutôt un bon signe. C'est plutôt un bon signe. C'est plutôt un bon signe. J'ai quelques peines à le dire, mais comme Madame la Ministre l'a dit avant moi, ça a été une très bonne loi. Je vais parler des quotas dans une seconde, mais François Sauvadet, juste un petit mot sur l'histoire de la loi. Pour la société, pas que pour les femmes, pour la société entière. Hein, mais au début, cette loi comporte que 2 articles. 2 articles fondamentaux. Bon, après, c'est en commission mixte paritaire que cette loi va en comporter plus. L'idée de base, pour vous, c'était de faire une loi simple, applicable, le plus vite possible. Pour ça qu'il y a que 2 articles au démarrage? Oui, au démarrage, il y avait 2 articles parce que je voulais me concentrer sur cela et sur les CDI, c'est-à-dire la lutte contre la précarité. Je crois que l'État et la fonction publique doivent se montrer exemplaires dans le management de ces troupes. D'ailleurs, moi, j'aurais rêvé d'un grand ministère de la fonction publique pour qu'on ait une fluidité entre les parcours. Puis je le répète, hein, on peut être à un moment très investi dans sa vie professionnelle, à un autre moment en repli. Pour profiter un peu, il peut y avoir des temps de répit, ça vaut pour certains métiers très exposés, hein, ou en tout cas qui sont des pressions très fortes. Mais en tout cas, tous les ministères pratiquement ont joué le jeu. Il y a encore quelques petites poches de résistance, mais tous les ministères, d'ailleurs, ont été contraints et obligés de... Alors, il y a un sujet qui est devant vous et devant nous tous, c'est le sujet maintenant, on a parlé beaucoup du flux, j'aime pas non plus ces mots un peu... qui ne correspondent pas, mais des primo-nominations, des premières nominations. Aujourd'hui, on a dépassé l'objectif. Et puis, à ce qu'on appelle le stock, c'est aussi un mot affreux que je n'aime pas, mais qui vise là à dire il faut aussi qu'on progresse pour les promotions internes. Il y a la primo-nomination, mais il y a aussi la promotion pour qu'on arrive à un stock à peu près équilibré.
je précise que la parité stricte qui est parfois avancée, il faut quand même se donner un peu de souplesse parce qu'il y a des métiers où il y a une surreprésentation féminine aussi. Il ne faut pas non plus qu'on pénalise l'expérience d'un certain nombre de femmes qui ont fait la preuve de leur talent, de leurs compétences. Et dernier sujet très important, c'est que pour les écoles, les grandes écoles aussi, justement, sur le recrutement, c'est très important qu'on puisse veiller à cette Madame parité. la ministre, vous parliez de quotas, mais il y a aussi, évidemment, par définition, que ce soit dans la fonction publique ou dans les secteurs privés, une question de formation et d'éducation. Il y a des goulots d'étranglement très forts qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise privée, mais aussi dans la très haute fonction publique. C'est ces grandes écoles d'ingénieurs, finalement, où, et d'ailleurs, vous n'y étiez pas, mais les maths ont été rendus optionnels, ça a peut-être un peu découragé les femmes. Mais en fait, on retrouve peu de femmes. Il y a c'est peut-être 10, 15%, peut-être 20% Polytechnique, Centrale, les Mines. Donc, pour avoir des femmes qui accèdent aux plus hauts postes de la haute fonction publique ou dans le secteur privé. On n'a pas besoin d'avoir fait non, très bien, pour très accéder aux postes les plus élevés. Mais globalement, il y a la question des quotas qui est une façon, pardonnez-moi, un peu rapide à court terme de dire bon, ben maintenant on a un objectif, on va le remplir grâce aux quotas, mais il y a un travail de fond que vous ne pouvez pas ignorer évidemment, qui sont ceux de la formation et de l'éducation. Plusieurs choses. Si je peux me permettre. Je vous en prie. D'abord, si vous voulez, je me permets quand même de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir fait une grande école d'ingénieurs pour accéder au plus haut poste de la fonction publique. Voilà. Parce que là aussi, je suis désolée de le dire un peu comme ça frontalement, mais là aussi, on alimente aussi un certain nombre de stéréotypes, c'est-à-dire selon lesquels il faudrait absolument avoir fait des études scientifiques pour accéder au plus haut poste. Voilà, donc ça, premier stéréotype. Deuxième chose, effectivement, et là je vous rejoins, c'est le peu de filles, de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans ces filières scientifiques, évidemment. Voilà. Et là, je pense qu'effectivement, il faut vraiment intervenir en amont. D'ailleurs, il y a quelques jours, je rencontrais ma collègue donc, de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui est tout à fait consciente de cela. Et là, il faut vraiment que nous intervenions en amont, peut-être même dès l'école primaire, le collège, pour que les filles aient aussi envie de s'orienter vers des filières scientifiques. Et là, certainement qu'on a tout un travail aussi à faire en termes de modèles identificatoires, de représentation. Voilà, il faut qu'elles aient envie de devenir ingénieurs, il faut qu'elles aient envie de suivre ces filières scientifiques. Et là, vraiment, ce travail en amont. Je voulais me tourner vers vous, Thibaut Guilly. Je rappelle que vous êtes haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Alors, pour que cette parité s'accélère, est-ce que selon vous, elle doit passer par un ensemble de contraintes, voire de sanctions ? Moi, je ne crois pas quand même à la vertu complètement spontanée quand on parle de fonctionnement des entreprises, et je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise eux-mêmes qui sont engagés souvent demandent ensuite à ce que soit valorisé, soit à travers les politiques d'achat, soit dans leur rapport dans l'économie, que leurs bonnes actions, je dirais, leurs engagements soient valorisés et reconnus comme tels. Et donc ça passe par ce qui a été mis en place avec l'index Pénicaud. On ne progresse d'abord que quand on mesure. D'ailleurs, au début, quand on a mis en place l'index Pénicaud, je me souviens d'un certain nombre d'entreprises qui venaient qui venaient au ministère du Travail pour dire « mais non, mais vous avez dû faire une erreur, vous avez dû vous tromper sur le calcul, ou etc. » Maintenant, ce qu'on observe, c'est que le fait d'avoir rendu cette mesure à la fois obligatoire et transparente, ça crée de la responsabilité et ça crée plutôt du mouvement. Et c'est un petit peu l'objet d'aujourd'hui, c'est comment on accélère le mouvement. Mais pour accélérer le mouvement, il faut savoir quand même de où on part pour savoir où on va arriver. Donc oui, très favorable à ça. Je pense que la ministre y reviendra, mais on a rajouté... là, c'était avec Elisabeth Borne et grâce à la députée Rixain. Donc, voilà, là, une autre, là, c'est plutôt la loi Rixain sur les 40%, mais là, cette fois-ci, sur les COMEX, et puis sur la composition des COMEX et puis des conseils d'administration. Ça, c'est très important. Donc oui, c'est vrai, il faut un corpus qui incite, qui valorise, et je pense qu'on peut imaginer encore poser quelques jalons et quelques pierres pour pouvoir accélérer le mouvement. Il faut aussi, après, accompagner les acteurs. Il ne suffit pas de mettre en place des lois et de mettre en place des obligations. Il faut ensuite aider les entreprises et aider les acteurs à pouvoir progresser. Ce que vous disiez sur par exemple, le syndrome de l'imposteur, où on se met un petit peu Moi, je me souviens
d'une anecdote qui avait marqué un petit peu d'ailleurs le lancement du mouvement En Marche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on avait fait un appel aux candidatures pour ceux qui souhaitaient aspirer à la fonction de député. 48 heures après l'appel, il y avait des milliers de candidatures qui étaient arrivées. C'était l'époque où vous receviez les candidatures par mail. Oui. C'était moins vrai là. Hein. Exactement, mais le propos n'était pas celui-ci, je vois bien plaisante. l'observateur politique avisé, mais là, l'idée c'était que quand même au bout de 48 heures, des milliers de candidatures, 85% de candidatures hommes, 15% de candidatures femmes. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est ça, ça se traduit comme ça. C'est ça, ou peut-être le manque de lucidité qu'on peut avoir, nous, de la gente masculine parfois. Et donc, il a fallu faire ensuite une démarche proactive pour faire en sorte de rééquilibrer en fait ces candidatures. Et donc cette démarche proactive, il faut aller la chercher par des rôles modèles. Nous, on investit très fortement sur le mentorat, par exemple. Vous parliez de l'accès des filles aux fonctions scientifiques. Mais si à 10, 12, 14 ans, il n'y a pas des rôles modèles, s'il n'y a pas de l'accompagnement, on accompagne par exemple une association qui s'appelle Femmes et Mathématiques et qui encourage et qui accompagne ces parcours de réussite dans les sciences. C'est ça où concrètement, on va aller gagner la bataille de la parité. Alors François Sauvadet, une dernière question, et puis je vous raconterai une anecdote pour terminer. Il y a un sujet aussi, c'est J'ai une question à vous poser, François Sauvadet. Je vais répondre à l'interrogation qui était formulée. Après, je réponds à la question d'Éric. Non, il y a un sujet sur lequel il faut être très vigilant, c'est l'organisation du travail qui doit permettre aussi l'exercice d'une vie professionnelle épanouie et l'exercice d'une vie familiale qui l'est tout autant. Je me souviens, j'avais recruté une jeune universitaire dans mon cabinet quand j'étais au gouvernement et elle m'a dit, écoutez, je veux bien travailler avec vous, mais alors moi, je ne veux pas de réunion après 18h. Je n'ai plus fait de réunion après 18h. Et depuis ce temps-là, je me suis imposé cette règle dans toute ma vie publique. Je suis président d'un département et président du département de France. Je ne fais pas de réunion après 18h. Parce qu'il faut rendre compatible. D'autre part, il faut aussi dire les avancées. On parlait de Polytechnique, etc. Mais vous savez, l'Institut national de la formation dans la fonction publique, le nouvel institut, j'observe que dans les classes préparatoires, vous avez 50% de femmes. Une parité stricte dans les classes prépa, parce que ça commence là. Hein, et vous avez aujourd'hui dans la première promotion, c'est ce qui a remplacé l'ENA, etc. Dans la première promotion, vous avez 42% de femmes. Dans la première promotion, c'est-à-dire qu'on est en train de rattraper là aussi pour que la formation des cadres qui vont s'investir dans la fonction publique, il y ait une parité dès l'origine pour la formation, parce que sinon effectivement vous allez créer des difficultés supplémentaires. Donc je le dis simplement, on parle souvent des progrès qui sont encore à faire, mais je dis on revient de loin et aujourd'hui on a un point d'étape qui doit être investigué pour faire en sorte qu'à compétences égales, nous ayons salaire égal, traitement égal, progression salariale, progression professionnelle égale. C'est ça notre enjeu, non ? Justement, la loi aussi Sauvadet, elle a permis quelque chose qui est compliqué dans le secteur privé, les écarts de salaire, alors qu'ils se réduisent dans le privé, mais la loi Sauvadet aussi, on l'a vu, elle a permis de réduire cet écart entre on dit un traitement de fonctionnaires, on ne dit pas un salaire, entre les traitements des fonctionnaires femmes et hommes. Ça, c'est aussi un volet important parce que c'est aussi là que la discrimination entre hommes et femmes se fait le plus ressentir. Bien sûr, mais c'est là où il faut qu'on progresse dans l'évolution de la carrière. Il faut qu'on ait vraiment un travail avec l'ensemble des syndicats et des organisations syndicales pour que, effectivement, lorsque vous avez que le temps de l'enfant ne soit pas un trou dans la raquette. Ou que le temps que vous consacrez, il faut accepter que dans une vie professionnelle, y compris dans la fonction publique, vous ayez des temps de répit. Quand vous êtes magistrat et très exposé, parquetier, etc., il y a un moment donné, vous pouvez avoir des temps de répit. Donc il faut permettre cette mobilité, il faut permettre, et c'est là que c'est ce qu'on appelait parfois des trous dans la raquette, ce qu'on appelait le plafond de verre. C'est là où il faut être extrêmement vigilant. Donc ce travail, en plus, comme vous l'avez dit, il faut évaluer chaque fois les décisions qu'on prend en politique, parce que c'est un gage d'avancée. Et j'avais obtenu, après bien des discussions et bien des débats, y compris avec le Conseil d'État, qu'on ait chaque année un rapport annuel sur l'État, ministère par ministère, des nominations. Et ce rapport, il est essentiel, parce que c'est celui qui vous sert notamment... C'est le juge de paix. Et qui permet d'interpeller tel ou tel ministère sur la gestion de la transparence. Vous restez tous en plateau, hein, vous ne bougez pas. Éric, il est tellement occupé qu'il va nous quitter parce que c'est un grand journaliste. Je vais juste vous raconter une anecdote. Ah oui, c'est vrai, l'anecdote d'Éric Revel. Qui rejoint notre point, dans ces riches débats qui ont eu lieu pendant toute cette journée, Madame la Ministre et Monsieur le Président et Monsieur le Haut-Commissaire, ici, il y a une anecdote qui m'a frappé. On parlait d'éducation, on parlait de formation.
Sybille Lemaire, qui est une des patronnes du groupe Bayard, expliquait que en fait, ça commence très petit parce qu'elle avait beaucoup de témoignages de gens, et peu importe les générations, peut-être que c'est en train de changer, qui disaient, en fait, moi, petite, en tant que fille, j'avais moins d'argent de poche que mon frère garçon qui en avait un peu plus. Et vous voyez, ça commence là, en fait. C'est un exemple très parlant. Alors justement, cette parité, elle nous préoccupe tous et surtout, elle concerne d'autant plus la jeune génération, Gilbert. Ben oui, ils vont arriver, on va les accueillir sur notre plateau. Éric, comment vous dire merci. J'espère qu'on aura pu voir très bientôt. On les retrouve tout de suite, ces jeunes qui vont venir nous rejoindre. Pas de jingle, pas de jingle, d'accord. Bon, bah alors pas de jingle. On est en live, hein, c'est direct, hein, de toute façon. Marc-Antoine Lenny de Centrale Supélec, il y aura Yuna Boudier de l'ESCA, Mathilde Finiel de l'EDEC et Lauriane, qui est Centrale Supélec, qui va commencer par un petit bilan. Elle a un micro, Lauriane. Il reste dans le public et elle va prendre un micro. Voilà, Lauriane. Alors, Lauriane, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Quel âge vous avez, Lauriane? J'ai 21 ans. 21 ans. Elle est en école d'ingénieur, hein, Madame la Ministre. Donc ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des filles chez les ingénieurs. Alors, le chiffre exact à Centrale Supélec, c'est 25% de filles. Voilà. Alors, bonjour Madame la Ministre, bonjour le Président et bonjour le Commissaire. C'est un honneur d'être ici avec vous. Aujourd'hui, nous sommes ici avec, donc on est 8 étudiants en école d'ingénieur et de commerce à Centrale Supélec, l'ESCA et l'EDEC. Et nous serons les prochains à rentrer dans le monde du travail qui n'est pas encore tout à fait paritaire. On a eu la chance aujourd'hui de participer à cette édition des Assises de la parité. Et c'était très enrichissant avec ces tables rondes et ces ateliers. Et même si on a pu voir qu'il y avait eu beaucoup d'avancées au niveau de la parité, nous avons encore quelques questions. Alors, c'est Marc-Antoine. Marc-Antoine, la question, elle est pour Monsieur Sauvadet. Voilà, exactement. Alors, un petit commentaire, une question courte et une réponse courte. Oui. Je dis ça pour Monsieur Sauvadet, hein, parce qu'on a compris qu'il est passionné. C'était pas vous, vous avez le temps de parler. Exactement. Du coup, bonjour à tous. Au fil des différentes discussions et formations de la journée, et même au cours d'ailleurs de ce plateau, nous avons remarqué qu'un thème revenait de façon récurrente, c'est l'éducation et la formation. Donc même si vous le savez tous déjà, notre métier est le fruit de notre éducation et de notre parcours. Cependant, certains métiers sont indéniablement genrés. Certains exemples sont évidents, comme par exemple manutentionnaire ou esthéticienne. Mais si je vous parle de pilote de ligne, vous pensez tous à un homme, alors que pourtant c'est un métier qui pourrait être assuré par tous les genres. À titre personnel, j'effectue actuellement mon stage d'ouvrier dans une usine d'automobile où il y a une femme pour 20 hommes. Monsieur Sauvadet, en tant que président de l'Assemblée des départements de France, vous avez une action sur l'éducation, en particulier sur les collèges. Quelle serait une action à mener pour assurer plus de parité dans les métiers de demain ? Vous avez raison de dire, d'abord, je crois que la famille, la société tout entière doit se saisir de cette question. Vous savez, quand on dit à la jeune fille débarrasse la table, etc., ça commence par moi je vois mes petits-enfants, et j'ai 3 petits-enfants garçons, les 3 petits garçons, ils débarrassent la table, on va pas genrer la table, etc. Ensuite, je pense qu'il faut montrer l'exemple, pour montrer aussi à tous ceux qui rentrent, dont vous êtes, que c'est possible. Et c'est vrai, vous disiez, il faut se donner confiance, qu'on soit homme ou femme, à exercer des métiers. On m'a expliqué que moi, dans l'armée, ce n'était pas possible, etc. Vous avez aujourd'hui dans la gendarmerie, vous avez dans les armées des générales, vous avez des dirigeantes qui se sont installées parce qu'elles ont pris conscience que c'était possible. Et nous, dans les collèges, moi, je veille à cela. On a fait d'ailleurs un conseil départemental jeune. Ça commence par le respect de l'autre. Ça commence par lutter contre les violences, etc., faites aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Ça commence par l'apprentissage que chacun doit être respecté. Et moi, j'ai demandé à nos jeunes de travailler sur ce sujet. Je vous ferai passer ça va vous amuser, enfin vous intéresser, notamment sur les sujets de la discrimination. Pour les jeunes brillants qui se sont matraqués parce qu'ils sont trop brillants par leurs petits collègues, par celui qui vit une vie homosexuelle et qui est battu, etc. Là, un autre cas qui m'avait été signé. Donc on a fait 3 petits films qui ont été réalisés. On a mis un réalisateur et ce sont les jeunes eux-mêmes à parité du conseil départemental jeune qui ont exprimé ce qu'ils avaient et ça commence par le respect. Le respect dû à chacun. La parité qui se fond donc et la parité au plus jeune âge. Sur le respect. Et la c'est-à-dire de bienveillance, regarder l'autre en fonction de sa qualité, de sa compétence.
Et j'espère qu'un jour, on aura gagné dans la société française quand on n'aura plus besoin de quotas. Quand on se dira, voilà, chacun a sa chance, la saisie, et quand on sera en équilibre, parce que la société est équilibre, et il y a autant d'hommes que de femmes, et dans la fonction publique, j'espère qu'on y parviendra, parce qu'on doit être exemplaire. Et moi, dans mon département, je montre l'exemple. C'est-à-dire que je veille dans les recrutements, je fais du recrutement discriminant. Je vais embaucher une femme comme directrice générale des ressources humaines, parce que j'ai un bon profil homme, mais je veux que au plus haut niveau, l'exemple soit donné. J'ai 3 femmes qui sont directrices générales adjointes, j'ai 3 hommes, et j'y veille scrupuleusement. L'exemple doit venir de notre propre comportement. Et pour vous, vous donnez l'exemple que c'est possible. Voilà. Alors, merci François Sauvadet. On va passer désormais la parole. Vous êtes passionné, hein, c'est très agréable de vous écouter. On vous écouterait. On va donner la parole à Yuna Boudier. Bonjour Yuna, bienvenue. Vous êtes étudiante à l'ESCA et je crois que vous avez une question pour Thibaut Guy. C'est ça. Alors monsieur, bonjour et merci d'être présent aujourd'hui. Aujourd'hui, on remarque que le champ d'indicateurs en lien avec la parité qui est publié par les entreprises est encore très réduit. Et surtout, ces indicateurs ne sont pas homogénéisés pour la plupart. Et ça ne permet pas une comparaison des entreprises entre elles, mais aussi la réalisation d'études plus précises. Et ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est est-ce que selon vous, une meilleure transparence des entreprises sur la parité et les indicateurs associés permettrait-elle de favoriser leur engagement sur ce sujet ? On a un peu évoqué effectivement le sujet, en tout cas de la question de la mesure et de la transparence, c'est quelque chose d'assez clé. Alors l'index Pénicaud, il est comparable en fait justement pour le coût d'une entreprise à une autre. Alors la difficulté de l'exercice, c'est qu'il ne faut pas non plus monter des usines à gaz, et donc il faut quand même quelque chose qui soit suffisamment simple pour que ce soit robuste, pour que les comparaisons après d'abord disent quelque chose. Et donc l'index Pénicaud, maintenant, il permet quand même de faire ces comparaisons. Et puis la deuxième chose que ça peut permettre, si c'est robuste, c'est de réfléchir à quels sont les impacts qu'on va pouvoir avoir dans les politiques publiques d'aujourd'hui et aussi de demain. Par exemple, on pourrait imaginer quand même demain que dans la politique de commande publique de l'État et des collectivités, la prise en compte des critères sociaux et notamment par exemple le respect de la parité soit quelque chose qui permette ou pas, favorise ou pas l'accès à la commande publique. Donc du coup que ce soit des leviers. Après, est-ce que c'est perfectible ? Je vais vous dire, les modalités de mesure, on ne va pas rentrer dans le débat, mais vous avez tous les indicateurs ESG par exemple. Et les indicateurs ESG, en ce moment, il y a toutes les discussions sur la taxonomie européenne. Ne rentrons pas dedans, mais n'empêche que ces indicateurs ESG, c'est quand même ce qui va déterminer, par exemple, pour un fonds d'investissement ou pour une banque de plus en plus, des choix d'investissement, de prêts ou de... Et donc, ce qu'il faut, c'est que cette mesure soit reliée après, d'ailleurs, à une création de valeur ou à un risque pour l'entreprise. Et c'est ça qui va faire effet de levier. C'est ce que disait d'une certaine manière François Sauvadet sur sa démarche, de dire c'est bien de mesurer puis de fixer des objectifs, mais il faut aussi quand même qu'il y ait des conséquences derrière. Donc ça, on va avancer là-dessus. Moi, je voudrais terminer, insister sur un point. C'est qu'il ne faut quand même pas oublier que les entreprises, il y en a des grandes, mais il y en a aussi beaucoup de petites. Et qu'un patron de PME, il a quand même déjà, ou une patronne de PME, une dirigeante de PME, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et donc, ce qui est important, c'est qu'ensuite, nous, et ça, c'est peut-être la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de voir comment on peut mettre à disposition des outils simples qui vont permettre d'aller chercher les données nous-mêmes. Un petit peu comme vous voyez, la feuille d'impôt sur les revenus, elle est pré-remplie, c'est quand même un petit peu plus pratique. Et je pense que nous, on pourrait aussi faire l'effort de faciliter un petit peu ça. Comme ça permettra peut-être d'avoir des indicateurs toujours plus fins, toujours plus précis, mais sans faire peser cette charge administrative sur les entreprises, parce que sinon, d'une politique vertueuse, on en fait finalement quelque chose qui va être un irritant pour toute la société. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors, vous avez décroché, Mathilde Finiel, la question à la ministre. C'est pour vous. Mathilde, vous êtes étudiante à l'EDEC et je crois qu'il est question de quotas. Exactement. Bonjour Madame la Ministre. Je vais vous parler de quotas. Alors c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui et dont vous avez à nouveau parlé au début de cette discussion. Et moi personnellement c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque j'en ai fait le sujet de mon mémoire de fin d'études. Alors comme vous l'avez souligné, il y a des lois qui ont été mises en place pour favoriser la parité homme-femme, donc la loi Sauvadet, la loi Copé-Zimmermann, qui sont des lois qui ont prouvé leur efficacité. Et pourtant, aujourd'hui, il y a toujours des détracteurs des quotas et il y a toujours des questions, ça reste un sujet clivant.
Et donc, du coup, les deux grands arguments des détracteurs sont la légitimité des femmes et la question qui se pose de la légitimité, et également le syndrome de l'imposteur qui peut être renforcé du fait des quotas. Alors moi, j'ai 2 questions pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les quotas tels qu'ils sont efficients ou souhaitez-vous les modifier? Et la deuxième question à plus long terme, pensez-vous qu'il est possible que les entreprises fonctionnent un jour sans quotas? Alors, est-ce que les quotas sont efficients? On en a quand même une illustration. Vous l'avez rappelé donc avec la loi Sauvadet. On peut le rappeler aussi avec la loi Copé-Zimmermann, puisque aujourd'hui, on a... D'ailleurs, je crois qu'on est les champions, je veux dire, en France, de la présence des femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises, puisqu'on a plus de 40% de femmes dans ces postes-là. Donc, on peut voir que ça a été efficace. L'index Pénicaud, eh bien, c'est pareil, il montre aussi son efficacité. Donc, j'allais dire, tous les indicateurs sont au vert s'agissant des quotas. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut clore ou clôturer, je ne sais pas, certains débats. C'est-à-dire que quand les choses ont fait leurs preuves, eh bien, arrêtons de les discuter. Voilà, elles sont... Appliquons-les. Voilà. Parce que chaque fois, de toute façon, on nous resserre les mêmes arguments en défaveur justement des quotas. Or, on voit qu'ils sont efficaces. Donc, allons-y. Voilà. Après... Longtemps ces quotas, alors, c'est ce que vous posez comme pour combien de temps? Alors... c'est difficile à dire. Normalement, je pense qu'on pourrait dire... Moi, j'aime bien l'idée qu'un quota puisse être un marchepied, voilà, où le pied mis à l'étrier. Et je trouve qu'en politique, puisqu'on a un peu plus de recul, puisqu'on part un peu du début des années 2000, donc on a un peu plus de recul, on voit très bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, en imposant un quantum de femmes dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, eh bien, on a mis le pied à l'étrier, finalement, d'un certain nombre de femmes en politique qui ont pu faire leurs preuves, voilà, qui sont très bien débrouillées, y compris comme maire, comme présidente d'exécutifs territoriaux. Et ensuite, elles ont pu briguer aussi des postes à des scrutins uninominaux, donc aux législatives, etc. Donc, on voit que j'aime bien cette notion d'aide à franchir justement cette marche qu'il n'est pas possible parfois de franchir, parce qu'il y a des tas d'obstacles que je ne vais pas reprendre, ils sont tous cumulatifs. Donc, à terme, ça devrait disparaître, mais et là, ça me permettra de peut-être faire un petit rebond par rapport à l'actualité, quand même internationale, etc. J'aimerais bien que ça puisse se terminer. Malheureusement, on voit que l'égalité entre les femmes et les hommes, que les droits des femmes, j'aime bien aussi parler des droits des femmes, restent toujours fragiles. Donc, je ne sais pas si un jour nous pourrons nous passer de quotas. On espère. Isabelle Rome, bien évidemment, vous restez avec nous. En revanche, je vais saluer François Sauvadet et Thibaut Guilly. Merci beaucoup. Merci pour votre éclairage. Merci pour vos propos, votre message. Et on va à présent vivre l'un des moments forts de ces assises de la parité. C'est la remise des prix. Ça se passe en direct. 5 startups vont recevoir le prix Tremplin. Et c'est Marc Wyatt qui va distinguer les lauréats. Hello Mark, how are you? Feeling great. Bonsoir tout le monde. Je suis très honoré de présenter les prix du tremplin de start-up de l'Assise de la parité. Pour commencer, un petit mot en termes de parité. En termes de start-up, je parlais plus de disparité. Peut-être aujourd'hui, 30% des start-up sont fondées par les femmes aujourd'hui. Les statistiques montrent que 3% des fonds sont fléchés pour les startups fondées par les femmes. Si je regarde la taille des transactions, les femmes lèvent 50% moins que les hommes. Donc en termes de parité, je pense qu'en levée de fonds, on a un peu de chemin à faire. Mais on est là aujourd'hui pour faire notre petit pas, pour aider dans cette évolution de parité. Bon, l'équipe a travaillé, 50 membres de jury, 75% de femmes parmi les membres de jury, 180 dossiers de grande qualité. Vraiment, on était bluffé par la qualité des dossiers. 20 candidats reçus en présentiel, un grand moment ensemble.
Les gagnants vont recevoir, grâce à des différents partenaires de l'Assise de la parité, et désolé de ne pas citer parce qu'il y a une douzaine, et donc j'ai pas beaucoup de temps, mais du conseil d'assistance pour à peu près supérieur à 150 000 € pour aider nos jeunes startups. Et sur le plateau aujourd'hui, les 4 présidentes des différentes jurys pour présenter les prix. Donc, si on commence avec le premier prix des jeunes pousses, j'invite Marie-Hélène de présenter ce prix. Elle est très engagée dans l'égalité des femmes au sein de l'économie, fondatrice de Bouge ta boîte pour accompagner les femmes entrepreneuses et Bouge ton groupe pour les salariés. Marie. Merci Marc. Alors je vais parler au nom du jury et de ma coprésidente Chloé Claire, la coprésidente de ce jury Jeunes Pousses. On a eu, comme tu l'as dit, énormément de dossiers. On a eu 90 dossiers dans notre catégorie, tous bluffants et dans des domaines très différents. Et tout ça, c'est très enthousiasmant pour nous toutes, pour tout le jury qui était Miss, comme tu l'as dit. Et je suis très heureuse de remettre ce prix Jeunes Pousses à Lucille Derly d'Arteria. Alors Arteria, c'est une solution innovante pour faciliter les prises de sang au niveau du poignet et donc ça fait notamment moins mal. Bravo Lucille, félicitations au nom de tout le jury. Arteria, prix Jeunes Pousses des Assises de la parité. Merci beaucoup Marie. Je suis très honorée d'avoir ce prix. Nous, on est en effet une jeune pousse. Ça fait maintenant 2 ans qu'on existe. On développe un dispositif médical qui va révolutionner le marché de la prise de sang artérielle. Ça parle peut-être pas. C'est effectué toutes les 2 secondes en France. Ça fait souffrir 15 000 personnes et il n'y a aucune alternative sur ce marché mondial. Étant moi-même une jeune femme à la tête d'une medtech française, je suis notamment sensible au sujet de la parité. Notre start-up, on est sur une parité exemplaire, à la fois des femmes dans la tech, ingénieurs, des hommes à la communication. On est 8 personnes, 4. Et donc, avoir ce prix, ça me permet de me conforter dans les idées et les choix que je fais pour diriger Arteria. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Deuxième prix, le régime me demande d'accélérer la cadence. Deuxième prix sur le financement. J'invite Rebecca Chabet-Soussan. Début de carrière dans la finance, très engagée en tant que business angel, start-upeuse elle-même. Sur ce deuxième prix, Rebecca. Oui, merci Marc. Alors effectivement, ce prix financement, il est d'autant plus important que, comme tu le disais, les femmes, c'est même pas 3% des encours qui sont levés par les startups. Donc je suis extrêmement heureuse et fière au nom du jury d'offrir ce prix à Delphine de la société Stouli. Stouli qui est un concepteur de mobilier pour les petits espaces, qui est à la fois extrêmement pratique et extrêmement design. Je peux vous montrer? Mieux qu'un grand discours, un démo. Ça, c'est le tabouret, donc quand il est fermé, qui mesure 3 cm fermé. Et après, donc là, je l'ouvre. Je mets l'élastique. Et donc, c'est un carton à face de nez. Et voilà. Et là, ça fait un tabouret et ça supporte 300 kg. Ouais, 300 kg. Attention, bravo. Bravo. Bravo Delphine, merci. Merci. Maintenant pour le troisième prix, Marie, tu peux reprendre ta place. Prix pour Open Innovation. Je demande à Christelle Gémaret, fondatrice elle-même d'une start-up qui est maintenant scale-up, voire une grande entreprise, présidente de EcoClean, première société de nettoyage éco-responsable et durable. Christelle, à toi.
Eh bien, moi, ce soir, j'aurai vraiment le grand plaisir de remettre le prix, justement, de l'innovation à une fille qui est formidable parce que, en fait, elle va nous expliquer ce qu'elle fait vite fait, mais grosso modo, nous n'avons rien compris à son projet. Donc, on s'est dit, c'est forcément top. Donc, on lui a demandé de nous simplifier, voire de vulgariser son métier. Alors moi, j'ai juste compris qu'elle fait partie des rares ingénieurs hydrauliques, puisqu'il faut savoir que c'est un peu comme les médecins, il n'y en a plus, parce qu'on a arrêté de produire cette formation à l'arrêt des constructions des barrages hydrauliques dans les années 80. Donc vous avez une survivante, alors qu'elle a une vingtaine d'années, mais bon. Voilà, donc explique-nous, et en tout cas, on est super ravis de te remettre ce prix. Voilà. Merci beaucoup. Et sois clair, hein. Sois clair. Alors, quand on construit un bâtiment, comme par exemple une gare, on est censé faire en sorte que tout fonctionne bien, y compris quand il pleut et qu'il y a de l'eau qui coule un peu partout. On espère que cette eau soit ensuite évacuée et que ça se passe bien. Et malheureusement, ça se passe assez mal parce qu'en fait, les entreprises de construction n'ont plus les talents en interne qui leur permettent de vérifier avant la construction que ça va bien se passer, que l'eau va être évacuée, que les usagers ne seront pas inondés et que l'environnement sera protégé de l'eau polluée. Et donc aujourd'hui, on leur propose l'accès à une technologie qui leur permet de tester en amont le fonctionnement de l'eau dans leurs ouvrages et leurs constructions pour pouvoir vérifier s'il y a du coup des dysfonctionnements et les régler avant la construction, avant qu'il y ait des litiges et avant qu'ils perdent des millions d'euros en argent dépensé pour rien. Voilà. Bon, merci, bravo. Quatrième prix, le prix de Scale Up. Donc Bénédicte Brouwer qui va nous présenter ce prix. Bénédicte qui a participé à une Scale Up elle-même, qu'elle a rejoint une société. Il y avait 3 personnes. En partant, il y avait 18 000 et aujourd'hui 45 membres de comité d'investissement d'un fonds d'investissement. Donc elle sait en 2 choses sur investir dans des sociétés et des startups. Et présidente également de Chambre de commerce franco-indien. Bénédicte. Merci Marc. Je suis ravie de remettre ce prix. Qui a été très disputé dans notre jury. Il y avait des dossiers formidables. On en a sélectionné dans un premier temps 5, puis évidemment un seul. Et c'est donc à Eliane Lugosi, CEO de Whitco, que je remets ce prix. Voilà. Merci beaucoup. Alors, elle va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce qu'elle fait. Mais c'est une application pour le bien-être des salariés. Tout à fait. Ce qui est très in the mood, comme chacun sait aujourd'hui. Exactement. Non, effectivement, l'objectif, c'est d'améliorer le bien-être du collaborateur sur son lieu de travail et sur son lieu de vie. Et effectivement, on accompagne aujourd'hui des grands comptes. L'objectif étant de remotiver les collaborateurs. Pourquoi est-ce que je vais faire 1 heure de trajet pour arriver sur mon lieu de travail ? Parce qu'en fait, ce sera une vraie expérience, parce que je vais voir des collègues et parce que aussi, je réalise un travail qui m'intéresse et qui me fait en sorte que je m'accomplisse. Aujourd'hui, voilà, je fais vite parce qu'on m'a demandé de faire vite, mais on a levé 18 millions au total et on participe à ce concours et j'en suis ravie d'avoir gagné dans la catégorie Scale Up et je vous remercie de votre confiance parce qu'il y a aussi un besoin d'exemplarité. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais par contre, il faut aussi montrer que nous, femmes, on est capable de porter des champions et qu'on a envie et qu'on est aussi très motivés. Voilà, donc on est aujourd'hui 75 collaborateurs, on est dans 4 pays. On a levé, je vous ai dit tout à l'heure, 10 millions avec des fonds prestigieux qui nous ont fait confiance. Donc effectivement, dans les quotas, on n'en a pas beaucoup, mais on est là et l'idée, c'est qu'on soit encore plus visible. Donc je vous remercie de ce prix. Merci, bravo. Merci aux start-upers, merci aux membres du jury et nos présidentes. Et un mot positif en termes de parité, les start-up fondées par les femmes sont plus performantes financièrement que celles pour les hommes. Donc on va continuer à investir, à soutenir nos start-up. Gilbert, sur le plateau, il reste encore un prix. Mais tu es excellent en animateur, avec ce léger accent british, j'adore. Alors bravo à tous les lauréats, à toutes ces startups. Autre temps fort de ces assises de la parité, le prix du public remis par la ministre Isabelle Rome. Allez, Donc moi je suis très heureuse de remettre ce prix donc au Louvre. C'est quel joli mot, quel joli nom. Donc à Marion Roucheux et Marine donc Defresne qui est l'une des cofondatrices. Voilà, donc pour ce média qui rend service, qui aide, accompagne, j'allais dire les mamans, les jeunes femmes, qu'elles soient enceintes, qu'elles attendent leur bébé, qu'elles soient jeunes mamans. Et je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Je suis très fière et très heureuse. Je veux bien le passer si vous voulez. De remettre ce prix, donc je vous le confie. On confie. Voilà. Hop, allez, on fait je le montre quand même. Hein. Voilà.
Bravo. Bravo. Félicitations. Je suis très honorée. Un petit mot. Un petit mot. Très vite. Je suis très honorée de recevoir ce prix des mains de la ministre parce que Marion Roucheux et moi-même, on s'engage depuis 7 ans pour les femmes au moment où elles deviennent mères. Et en ce moment, Dieu sait que la liberté des femmes, leur bien-être et leur santé mentale et physique est très importante. Ça a été souligné dans le rapport de la commission des 1000 jours. Et le projet MyLouf qu'on lance cet automne y contribue. Donc merci Madame la ministre, au nom de Marion Roucheux et moi-même. Merci. Merci, bravo. Merci beaucoup et bravo Marine Defresne, bravo pour ce prix du jury. Un dernier mot, encore merci d'avoir été avec nous Isabelle Rome pour la fin de ces assises de la parité. Donc quelques mots alors pour conclure et en vous saluant Madame la Présidente, chère Lucille Desjonquers, et la caméra est là. voilà, Comme ça, vous pouvez parler à la caméra tous celles et ceux qui nous regardent. Voilà. Donc toutes et tous et effectivement vous l'avez encore rappelé, je pense que l'actualité nous montre que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une chose non seulement atteinte, mais pas complètement stabilisée non plus. Donc, demeurons vigilants. Et puis, rappelons-nous aussi, parce que je crois que vous y étiez très attachés, que ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un combat de quelques-unes contre quelques-uns. Il n'oppose pas les femmes aux hommes, ni une génération à une autre. Vos assises donc, en sont vraiment l'illustration. Il est un projet de société, voilà, et il pose aussi la question, il nous pose à toutes et à tous la question, quelle société aussi voulons-nous pour nos enfants de demain, une société dans laquelle 80% des victimes de violences sexuelles, des victimes d'homicides conjugaux sont des femmes, une société dans laquelle il faut encore se battre pour accéder à certains postes de responsabilité. Voilà, je pense que nous avons toutes ces questions à nous poser et nous sommes toutes et tous finalement engagés dans cette même entreprise pour laisser finalement un monde meilleur. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être très compliqué et je vais terminer finalement presque là-dessus, un monde meilleur finalement pour les filles et les garçons, les adultes de demain, les futurs couples, les futurs parents, ce monde meilleur, et parce que la mixité, l'égalité entre les femmes et les hommes contribue à un meilleur équilibre, à une meilleure santé aussi, je pense, au sein des entreprises, comme au sein des institutions de la fonction publique. Voilà. Donc vraiment, je sais que ce moment maintenant représente un temps fort. Vous avez parlé d'accélération, donc on va mettre un petit coup sur l'accélérateur. Voilà, et vous pouvez compter sur moi en tout cas, justement pour aller encore un petit peu plus vite, j'espère. Voilà, écoutez, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, on va passer la sixième, là, je pense. Mais on compte sur vous l'année prochaine, d'ores et déjà, pour les prochaines assises. Vous pourrez compter sur moi. Merci, voilà. merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci beaucoup Isabelle Rome d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était un plaisir. Merci de votre présence. Alors, on rappelle. C'était une journée magnifique. Attention, on passe pas devant les caméras. Un petit mot quand même, un petit mot. Non. Je voudrais rappeler, pardonnez. On se pousse. Voilà, on est devant les caméras. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé, mais on tenait quand même avec Gilbert. On tenait à vous rappeler que cet événement n'existerait pas sans Lucille Desjonquers et Sandra Esquiva-S. Un grand merci à elle. Grand merci à elle. Et voilà, ces deux femmes qui font partie de l'International Women's Forum. On a évidemment envie de savoir comment elles ont vécu ces assises. Nous le verrons un petit peu plus tard. Restez évidemment avec nous. Bah oui, il y a un best-of qui est disponible que pourra revoir. Moi, j'ai passé une journée merveilleuse, j'ai appris plein de choses et j'ai pris un plaisir immense à être avec vous, Claire. Je peux vous l'avouer. Plaisir partagé. Voilà, Claire Elisabeth, elle m'a dit, on dit Claire Elisabeth. Voilà, Claire Elisabeth, merci pour ce moment et puis merci à tous d'avoir assisté à cette journée dense, riche et passionnante. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit au revoir? À bientôt. À bientôt. Merci à tous.